la pub ou le contenu qui va fonctionner, c'est un contenu qui va créer une vraie émotion, qui va créer une vraie connivence. Un CEO, un entrepreneur doit forcément devenir influenceur/journaliste. Je connais aucun entrepreneur qui ait sauté le pas qui le regrette. Notre autorité est définie par notre nombre de followers. Tu reçois de la hate, tu reçois de la négativité, même de la violence. C'est juste le reflet de la détresse et de l'insécurité du mec en face. Et hello à tous, et ben voilà, c'est parti. Bienvenue sur Maker. Alors cette semaine, j'ai le grand plaisir, ça fait longtemps qu'on devait se rencontrer, de recevoir Benoît Dubo, CEO de Scalesia. Comment vas-tu? Ça va super, et toi? Très très content d'être au mic aujourd'hui. Trop cool. Bah trop content aussi. T'imagines, doit bien faire au moins 2-3 ans que je vous vois faire des posts sur LinkedIn, que je vous vois faire des trucs à droite à gauche, parce que bon, on est tous les deux dans le milieu du growth, même si j'y suis un peu moins maintenant. Et en fait, on s'est jamais rencontrés. Jamais, ouais. Jamais. Mais tout arrive, et encore une fois, c'est rendu possible par Toinon de Walaxy. Ouais. Exactement. Lui que j'avais déjà rencontré et qui nous avait fait des petits webinars. On l'embrasse, il nous écoute d'ailleurs, très cool. Est-ce que tu peux te présenter succinctement et puis présenter Scalesia? Ouais, carrément. J'aime bien le succinctement, ça me cadre direct parce que je suis très bavard, tu vas le voir. Je suis Benoît Dubos, je suis le CEO, donc casquette executive officer chez Scalesia. J'ai toujours une casquette, mais c'est parce qu'à la base, en fait, j'avais pas le temps d'aller chez le coiffeur pendant le confinement. J'avais pas le temps, j'avais pas les moyens surtout géographiques et du coup je dirige une boîte qui a pour ambition de réinventer un petit peu la façon de faire grossir les entreprises. Donc ça c'est notre vision avec une méthodologie dont on parlera, qui se décline en différents produits et on a comme fer de lance aujourd'hui le growth, le marketing, tout ce qui gravite autour de ça, même si notre vision s'émancipe vachement de ça. Et on est passé, je te laisserai partager les chiffres après, mais on est passé d'une toute petite non, équipe. mais tu peux y aller, j'en rajouterai, t'inquiète, j'en rajouterai pour la communauté, mais tu peux déjà en donner. Ça marche. Bah voilà, en gros, c'est la première boîte qui commence à vraiment bien prendre de mon côté, et donc je vis au quotidien le bonheur de voir une boîte passer de deux founders il y a un an, en septembre 2020 à aujourd'hui une équipe de 12 personnes et avec la 13e et la 14e qui devrait pas tarder à arriver, donc c'est très très cool et puis on s'éclate et on a une communauté qui commence à grossir et commence à prendre de l'ampleur, donc tout va bien, c'est le bonheur. Ah, t'es quand même vachement modeste, hein. Bon, allez, je vais te refaire la petite description. On peut aussi dire que tu as été nommé dernièrement top 10 influenceurs français sur LinkedIn, avec pas moins de 10 millions de vues sur les 6 derniers mois, 46 000 inscrits sur votre plateforme de cours, on en reparlera juste après, 20 000 abonnés à la newsletter, et tu me disais aussi, je sais pas si j'ai le droit de communiquer sur le chiffre d'affaires, tu me disais? Je te l'ai donné, donc c'est comme tu veux. Ah, carrément. Donc, et en ce moment, vous tournez à peu près à 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Entre, donc, tu disais, du revenu sur cette plateforme et du service. C'est ça. Ok. Tu dis c'est la première boîte que tu lances et qui fonctionne. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Tu as lancé quoi avant et qu'est-ce qui fait que celle-ci fonctionne? Ouais, carrément. Bah écoute, alors pour te dire, moi je viens d'avoir 28 ans, donc et le truc c'est que je me suis découvert un kiff pour l'entrepreneuriat assez tard, tu vois. Je m'étais toujours prédestiné journaliste avant ça, et donc quand j'entends des mecs me parler de quoi? Journaliste, donc entre growth, journalisme et maintenant entrepreneuriat. Ouais, exactement. Tu vois, moi, quand je vois des mecs me parler de leur passion pour l'entrepreneuriat dès 14-15 ans, ça me trucide parce que moi, c'est plutôt sur les coups de 21-22 ans que je me suis intéressé à ce milieu, au milieu des startups, etc. Avant, j'étais pas nécessairement dans ces limbes-là, mais du coup, en gros, j'ai fini Sciences Po en 2015, Sciences Po en Angleterre, l'équivalent. J'ai bossé un petit peu dans une petite ESN qui était en région parisienne pendant à peu près un an. Là, j'ai commencé mon pivot sérieusement avec un MBA entrepreneur qui était rigolo, qui m'a mis en confiance en moi, mais qui m'a pas apporté grand-chose. Là, j'ai tenté de créer en mode Lean Startup une marque de fringues qui m'a fait beaucoup rire, qui m'a beaucoup formé, mais qui a absolument rien donné. Mais c'était assez rigolo. Je connaissais rien à la fringue et je me suis gossé beaucoup et c'était sympa de
d'apprendre à exécuter en fait et de plus être dans le business plan, etc. et dans l'exercice intellectuel comme j'ai pu le faire dans mon MBA. Et ensuite, je me suis directement lancé après ça comme freelance. Donc au début du BizDev, j'ai fait ça 9 mois et par la force des choses, j'ai lancé ma première, en gros une micro-agence qui s'appelait Groupster, Mhm. qui sur les centres desquels s'est créé Skelesia par la suite. Et en fait, on faisait de l'outbound, de l'outbound. Donc en gros, c'était une branche du growth, et on s'illustrait principalement en outreach sur LinkedIn, en outreach email, Donc en gros, et vous on a faisiez commencé comme ça. pour ceux qui connaîtraient pas l'outbound, vous faites de la vente, de la prospection à froid, par email, par téléphone aussi, Ouais, directement sur LinkedIn, en trouvant des adresses email un peu à droite à gauche, et vous vendiez ça à des clients. exactement. Donc en fait, ça se passait super bien. Euh, Ça, c'était en quoi, en 2016? j'ai lancé ça en 2018, fin Ok. 2018, genre octobre. On a continué à la base, on était deux. On était deux, ça Bah, se ça va en passait. fait, t'as quand même directement entrepris. Enfin, après les études, t'as fait quoi, un an de salariat, puis après t'as entrepris. Ouais, j'ai fait un an de salariat. C'était du pseudo salariat, tu vois. Enfin, en gros, je donnais des coups de main, mais c'était plus une année de césure qu'autre chose, tu vois. Et Mm, mm. j'étais en remote. Enfin, c'était plus du Ah, parce que freelancing tu qu'autre chose. disais, ah, mais j'ai commencé super tard en entrepreneuriat. Moi, je m'attendais à ce que tu me dises, bon, moi, j'ai commencé ouais, sous les coups de 25-26, qui est pas non plus si tard. Hein. C'est pas non plus si tard, parce que je tiens quand même à rappeler un truc hyper important à toute la communauté, et je pense qu'ils le savent déjà. C'est que aujourd'hui, quand même, les trois quarts des boîtes qui fonctionnent bien, voire qui deviennent magnifiques, exceptionnelles, c'est des boîtes qui sont lancées par des personnes ayant plus de 10 années d'expérience. Moralité, qui ont plus de 30 ans, voire plus de 35. Mais ça, Et j'ai vu la stat passer, tu vois. J'ai vu la stat passer, et du coup, je comprends pourquoi je galère. c'est pour ça, quand tu disais, il y a tous les gamins, je les appelle les gamins de 15 ans qui disent, je suis passionné par l'entrepreneuriat, moi je trouve ça génial. Mais c'est trop cool. Après, c'est génial. Mais attention, c'est que tout vient aussi à qui c'est à attendre et que, bah, en fait, tu peux pas aller plus vite que la musique. Ça, c'est un truc que j'ai appris il y a peu de temps. Que moi, je suis comme toi, que j'ai un an de plus peut-être, du coup, j'ai 29 ans. Et j'ai mis pas mal de temps. Je me dis, putain, c'est dur, c'est long. Et pourtant, comment ils font dans les Startup Nation, puisque bon, c'est quand même mon métier des interviews depuis 4 ans. Et je viens de capter 4 ans après, donc après avoir interviewé à peu près 100% des CEO des licornes qui existent en France actuellement, je crois que j'en ai interviewé peut-être 20 sur 26, je viens de capter que sur les 26, je crois qu'il y en a à peu près 26 qui ont plus de 35 ans aujourd'hui, à quelque chose près. Et donc quand ils ont commencé il y a à peine 4 ans, 5 ans à peu près, bah ils avaient 31, 31, 32, 33, tu vois. Il n'y en a aucun qui avait 25. Aucun. Mais ça Je explique ferme pas la mal de parenthèse. choses. Non, mais en vrai, ça explique pas mal de choses. Et aujourd'hui, je le ressens, tu vois, parce que aujourd'hui, tu vois, je vis à bras le corps, de façon très frontale, bah, mon inexpérience sur plein de points. C'est archi formateur. Mais tu vois, typiquement, n'ayant jamais été salarié, je manque clairement de structure dans ma façon de m'organiser, etc. Et ça, c'est un apprentissage de tous les jours. Mais c'est trop bien, hein, tu vois, c'est trop bien. Mais c'est vrai que je me dis que si je montais Skelesia, enfin si j'avais été amené à monter Skelesia d'ici quelques années, je pense clairement que ça m'aurait évité quelques petites galères et quelques petits tâtonnements, quoi. Et d'un autre côté, non, je vais prendre complètement l'avis opposé que j'ai dans ma tête. Je suis un peu schizophrène, j'aime bien avoir les deux en même temps. Euh, La dialectique. exactement, t'as une fille, donc c'est des responsabilités en plus. T'as une boîte, enfin, ça fait quand même des responsabilités et un bagage qui pèse quand même, on va dire. C'est plus compliqué que si t'as 15 ans et que tu dis, bah, en fait, et moi je suis complètement pour, vu à quoi ça sert les études, allez-y, hein, faut se lancer, il faut y aller à fond. Et surtout quand derrière, t'as la chance d'avoir des parents qui ont un petit peu d'argent et que si tu te plantes, mais en fait, tu as zéro responsabilité, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Ah non, clairement pas. Clairement pas. Faut y aller, faut kiffer. Et puis surtout, faut s'assurer d'apprendre un maximum de choses en cours de route. Mais c'est vrai que plus tôt tu commences, plus tes chances de réussir sont minces. Mais après, bon, on est là Plus parce qu'on les est des chances de kiffeurs, hein, réussir de toute ta façon. première boîte, elles sont minces. C'est exactement ça.
Ouais. En revanche, plus les chances de réussir ta deuxième ou ta troisième est élevée, et bon, tu le feras juste avant les autres. Qu'est-ce qui écrit ça? C'est Stephen King qui dit, bon, moi, dans tous les cas, ton premier et ton deuxième, voire ton troisième bouquin sera pourri, donc écris-les juste, et puis le troisième, le quatrième sera bon, en général. Et c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Souvent, la première boîte, la deuxième boîte, la troisième boîte, enfin, ok, on s'amuse, on se cherche, ça même on se cherche en tant qu'entrepreneur, en tant que personne. Bah c'est exactement ça, tu vois. Bah c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, en fait, Groovester, j'ai réussi à garder un certain nombre de choses et à utiliser le momentum que j'avais créé avec Groovester parce que ça se passait très bien, tu vois. Niveau chiffres, on tournait à 20-25 cas par mois, on était deux, tu vois. Mhm, Ça tournait bien, mais c'est juste en fait, j'avais vu tellement de limitations dans le modèle agence et dans le modèle euh, mhm. lead as a service comme ça où tu génères des leads en boîte pour les clients et ça m'a permis de tellement comprendre la profondeur de ce qu'est la croissance d'une boîte que je me suis dit c'est pas possible que je m'évertue là-dedans et donc j'ai décidé d'arrêter ça et de transitionner vers Scalesia, tu vois. Mais ouais c'est clair, si j'avais pas fait Groovestar, franchement Scalesia j'aurais jamais pu aboutir à un projet comme celui-ci. Et comment tu as su que tu voulais faire du B2B, par exemple? C'est parce que tu pars du coup d'une marque de t-shirt, ce à quoi on peut penser quand déjà. Parce que si on revient sur les gens qui sont impressionnants, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est les jeunes qui font du B2B. Parce que, mais moi, à 15 ans, à 17 ans, à 19 ans, j'avais tellement aucune idée de même ce que c'était qu'une fiche de paye. Alors de là, aller aider des clients à générer des leads, donc des leads, des prospects qualifiés pour leur vendre quelque chose, mais c'était impossible. En revanche, une marque de t-shirt ou une application pour sortir le soir, un truc comme ça que j'ai fait d'ailleurs, ça c'était possible. Ouais, c'est ça, bah parce que forcément tu fonctionnes par analogie, donc tu te bases sur ce que tu observes, tu vois, et moi c'était un peu ça. En fait, moi j'étais en recherche de la bonne idée, tu vois, parce que bah j'étais dans cette optique-là, tu vois, j'étais en mode lean startup, mais vraiment, tu vois. Et je me disais, ok, bon bah MVP, on va tester, on va bidouiller avec Photoshop des mock-ups de t-shirts et on va essayer de les Mhm, vendre, machin, tout ça. Et en fait, je fonctionnais juste par analogie, mais c'est vrai que j'avais absolument aucun fait, j'avais aucune notion en gros du B2B, de ce monde-là. Et en fait, je l'ai découvert par la force des choses, parce que quand je me suis lancé en freelance, en tant que bizdev, bah, je me suis retrouvé plongé dans cet univers-là parce que c'était du bizdev B2B en toute logique, donc mhm. il a fallu prendre le pli. Et donc en fait, c'est un pivot qui s'est fait naturellement et puis ensuite je suis resté dedans et je me suis vite rendu compte qu'il y avait une opportunité énorme à amener vraiment une vibe B2C dans le B2B et c'est ce que je m'attelle à faire avec ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois. T'entends quoi, par exemple, comme parce que voilà, on va dire que c'est un peu le aujourd'hui, c'est à la mode de dire il faut appliquer les codes du B2C au B2B et c'est vrai, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Toi, Mhm. qu'est-ce que tu vois concrètement où il va falloir rendre le B2B plus fun, par exemple? Concrètement, ça peut ressembler à quoi? Pour moi, c'est plusieurs chantiers. Premier chantier, c'est réinvestir vraiment le personal branding. C'est-à-dire à comprendre que une marque forte, c'est une personnalité forte, tu vois. Tu regardes le nombre d'abonnés, le nombre de followers d'Elon Musk sur Twitter, c'est deux fois le nombre de followers de Tesla ou de SpaceX, tu Mhm. vois. Et idem Donc, pour ça Bill serait Gates, d'incarner sa marque d'entreprise, ça. d'accepter ça, tu vois. Et c'est quelque chose qui a toujours été partiellement présent, tu vois, mais qu'on a toujours eu tendance à mettre un petit peu en retrait au profit de ce qu'on appelle, tu vois, la marque, tu vois, genre la marque. Sauf que, bah, la marque en B2B, de par des réflexes que j'appelle très corporato chiant, bah, t'es très vite amené à tomber dans le poncif de, tu vois, la tonalité un petit peu relou, des verbatims ultra pompeux, Mhm. et quelque chose au final, et t'amènes quelque chose au final de très décharné. Et donc ça, c'est la première chose, tu vois, c'est se dire que de toute façon, le marketing, le branding, le business, a fortiori, tu vois, aujourd'hui, on est dans quelque chose de très social, on est vraiment dans la société du spectacle. On n'est plus, non plus, où il y a une profusion de choix de plus en plus énervé aussi, tu vois. On n'est plus dans une relation transactionnelle avec son marché, mais on est dans quelque chose de relationnel. Et donc aujourd'hui, celui qui gagne d'un point de vue marketing et d'un point de vue business, c'est celui qui réussit à créer la relation la plus profonde, la plus durable avec son audience et la plus authentique. Et avec cette notion d'authenticité, on en vient au deuxième chantier qui est de rompre le quatrième mur, tu vois. C'est-à-dire le quatrième mur, c'est toute cette opacité que tu vas avoir autour des marques B2B où justement tu vois tu sais pas ce qui se passe, Mhm. tu connais pas leurs galères, tu vois, tu connais pas leurs Ouais. chiffres
Et tu vois, c'est là que t'as tout le building public qui sort, tu vois, où vraiment tu vas créer ta boîte de zéro, tu vas documenter le process. Bah en fait, ça c'est un symptôme de ce besoin que les gens ont et du levier qui s'en est, tu vois, de l'opportunité business qui s'en est ensuite, de vraiment comprendre à qui t'as affaire et de créer une relation vraiment émotionnelle en plus d'intellect, en plus qu'un autant intellectuel qu'émotionnel avec les boîtes qui vont faire tes prestataires, etc. Enfin, les boîtes avec qui tu vas traiter, à qui tu vas filer ton argent, tu vois. Et donc, vraiment, cette dimension storytelling. Donc, et ça, tu vois, c'est un truc qui avait très peu, il y a très peu, il y a quelques années en B2B. Et l'opportunité, elle est énorme. Et c'est surtout qu'en fait, moi, je me vois pas marketer et entreprendre autrement de toute manière, tu vois. Ça me gonflerait, en fait. De faire du corporate au chiant, ça m'intéresse pas. Et ça amène quand même, ça a une conséquence assez forte, c'est que une marque est clivante. C'est-à-dire que soit tu aimes, soit tu appartiens au groupe et aux valeurs qu'elle va projeter. Prenons Harley Davidson par exemple, soit tu Mhm, es à fond pour, soit tu es plutôt contre. Soit mhm, tu trouves que c'est ultra beau, soit tu trouves que c'est incroyable. mhm. Et donc, peut-être qu'en B2B, il y a aussi ce truc de c'est plus facile de pas se mouiller. De se dire, bon, on n'est pas très fun, on se mouille pas, nous, on prend tous les clients. Par contre, on fait des projets, on crée des projets web, on est une agence de projets web. On va pas commencer à se mouiller, on prend à peu près tout, tu vois. Mhm. Et donc, toi, tu dis que la suite, bah si, c'est tu dis, on va devenir clivant. Tiens, voilà, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Et si tu m'aimes, bon, bah, on va trop bien bosser, c'est encore plus facile de bosser ensemble. Si tu m'aimes pas, bon, on bossera jamais ensemble. Ça, bah, en fait, ça, je l'ai très vite compris à l'époque de Rooster, quand je me suis retrouvé, tu vois, on fait du service. Donc, tu vois, tu vois, t'es pas un SaaS où tu fais payer 50 euros par mois et bah, tu peux bosser avec à peu près n'importe quel type de sociopathe que tu veux, bah, tu vas être jamais amené à traiter directement avec lui et tu vas jamais te retrouver à Hmm. échanger avec lui directement. Donc à la limite, tu vois, tu peux te dire, même si c'est pas un point de vue que je cautionne, que ça peut passer. Mais quand tu fais du service, bah moi, en tout cas dans mon cas, j'ai très vite compris que c'était absolument pas intéressant, ni pour eux ni pour moi, de me retrouver à bosser avec un client avec qui j'ai pas un fit humain, tu vois, un minimum, et avec qui je me retrouve pas sur le plan des valeurs, tu vois. Et quand je me suis mangé des retours de bâton comme ça, où en gros je mangeais les conséquences d'un désalignement, non pas au niveau des résultats qu'on générait parce qu'on bossait bien, mais juste sur le fait qu'on pouvait pas s'entendre, bah, je me suis dit non, bah, j'ai plus envie. Et en fait, bah, je me suis dit le branding, tu vois, le branding, qu'il soit clivant ou pas, bah, ça va être un moyen pour moi, bah, non seulement d'amplifier mon message, tu vois, parce que bah, la moindre radicalité, forcément, ça devient un signal parmi le bruit, et donc t'es beaucoup plus vu, t'es beaucoup plus entendu et écouté. Et en plus de ça, ça va faire office de filtre pour, bah, ouais, comme tu l'as dit, tu vois, ne travailler, ne discuter qu'avec des gens qui se sont retrouvés dans ce signal-là. Et en fait, c'est un win pour tout le monde, parce que personne ne perd du temps à discuter alors qu'on n'est pas censé discuter. Et c'est la deuxième chose qui est hyper, à mon sens, importante dans l'époque où on arrive, l'époque des réseaux sociaux omniprésents, du métaverse, où en fait notre autorité est définie, c'est même pas va être, hein, elle est déjà par notre nombre de followers. Donc dans la vie sociale, ça va être sur Instagram, le nombre de personnes qu'on suit ou qui nous suivent, et peut-être que dans le business, voire ça l'est déjà, c'est le nombre de personnes qui aussi te suivent, te like, engagent avec toi. Et là où avant, j'ai l'impression qu'il fallait avoir 20 ans de business derrière, écrit 2 livres, fait 50 conférences, aujourd'hui, c'est plus important de montrer qu'on a une communauté. On va être moins dans l'acte profond, c'est-à-dire travailler un truc, on va dire, très dur, beaucoup d'expérience. C'est un peu la façon vieillotte, tu vas, de faire ça, de le voir, de faire, et de parler avec telle et telle personne. Par contre, on travaille très dur tous les jours, à des petits endroits, et on va poster par exemple tous les jours, ce qui est quand même extrêmement difficile aussi. Ah bah clairement, bah c'est là aujourd'hui tu disais tout à l'heure, hein, c'est un vrai travail de fourmi. Enfin, tu vois, c'est fini l'époque Billboard en fait où tu vas faire une grosse campagne de pub pour le Super Bowl Mhm. et bim, tu vas tout péter. Non, c'est un travail de répétition et de redondance, tu vois. Et en fait, c'est vraiment et ça, c'est vraiment un paradigme qui a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Tu vois, avant, on avait une réflexion en stock du business, du marketing, tu vois, je dis souvent business, marketing, vente parce que pour moi tout est lié en fait. Tu fais du marketing, tu fais du business, tu fais du business, tu fais de la vente et tu vois, c'est pour ça qu'on a une approche qu'on dit holistique chez Scalesia et qu'on parle plus seulement de marketing, de growth et tout. Je m'écarte du sujet, mais c'est pour te dire que tu vois, avant, on avait vraiment cette approche-là tu vois, en campagne, tu vois, en stock, où en gros, tu vas organiser ta campagne, et puis bim, tu attends de voir ce qui se passe, tu vois, tu lances ta campagne de pub, tu lances ta campagne d'acquisition, etc. Et en fait, aujourd'hui, euh, vu que 99% des contenus sont périssables, tu vois, sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Enfin, sur tout ce que tu veux, tu vois. Aujourd'hui, la majeure partie du marketing est quand même sur des réseaux sociaux. Ouais, et que leur De durée de vie, comme tu dis, est extrêmement courte. Là où courte, ton c'est ça. billboard avant, ou ta pub, on n'avait pas toute cette compétition pour l'attention. On n'avait pas C'est toute ça. cette compétition, toute cette bataille, tu vois, d'avoir tous les yeux de chaque personne pour le temps disponible des gens. C'est ça. Et là, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, comme tu dis, la périssabilité est monstrueuse. C'est ça. C'est exceptionnel en fait. La durée de vie d'un post ou d'une pub, c'est quelques secondes. Et le fait de s'en rappeler, je ne sais pas s'il y a des études d'ailleurs psychologiques ou marketing qui en parlent de combien de temps on se rappelle par exemple d'une pub qu'on a vue sur Instagram ou à la télé versus un post, encore une fois, Instagram ou LinkedIn. Je ne sais pas Bah, si ça existe ça. en gros, là, Faudrait justement, regarder. tu vois, et on en vient à ce que je te disais, c'est qu'aujourd'hui, on est plus dans une logique de flux que de stock, tu vois. Où en gros, ton Mm. effort, il doit être continu avec des petits ajustements, tu vois, des micro-itérations qui vont te permettre de naviguer ton cap, mais tu peux pas, tu vois, ça fonctionne pas en gros piliers comme avant. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas, tu vois, je peux pas sourcer ce que je vais te dire là, mais ce que je peux te dire, c'est que la pub ou le contenu qui va fonctionner aujourd'hui, c'est un contenu qui va créer une vraie émotion, qui va créer une vraie connivence et qui va créer, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une vraie relation avec l'audience. Et donc en fait, et cette relation, la seule manière de la créer de façon vraiment viable, c'est de, enfin en fait, t'as deux grandes manières. C'est soit t'es un business genre painkiller, tu vois. Tu vois, donc t'es un Mhm. business qui vend des aspirines de l'aspirine à des migraineux, tu vois. Tu vas les attirer sur la base d'un problème très douloureux qu'ils ont à l'instant T. Tu vois, un problème dur, douloureux, urgent, reconnu. Et en gros, la relation, elle va commencer au moment où l'achat s'est fait. Et tu vas faire en sorte que leur expérience d'utilisation soit tellement ouf que la fidélisation se fait par là, tu vois. Se fait de cette manière-là. Et la deuxième manière, sinon, c'est de créer la relation en amont avec des efforts pour nouer du lien et pour devenir non pas meilleur que les autres ou devenir la seule option, mais devenir, enfin, non pas meilleur que les autres, mais devenir évident, tu vois. Et tu vois, c'est les deux grandes approches. Et pour moi aujourd'hui, vu la la méta qui est en train de changer, etc. Tu vois, c'est de plus en plus compliqué de faire de la pub en ligne. Tu vois, t'as iOS 14 qui est sorti et tout. Ouais, Pour moi, la plus trop de deuxième tracking. approche reste quand même la plus résiliente. Ça me fait penser, et il n'y a rien de nouveau, hein. Seth Godin l'écrivait déjà dans Permission Marketing, il y a quoi? 5 ans? C'est vieux, hein. Peut-être même 7 ou 8. Donc c'est le fait de dire, il faut d'abord réussir à avoir la permission de notre audience pour leur marketer ou leur vendre quelque chose. Parce qu'au final, le marketing ou la vente, c'est la même chose. De la vente, c'est one-to-one, marketing, c'est one-to-many, mais on se raconte la même chose, que ce soit de vendre des parfums ou de vendre du service ou un produit, ou peu importe quoi que ce soit, comme tu dis, on parle de la même chose. Et si on crée du lien avant, alors on a le droit, on achète cette permission de vendre ensuite. Et comme tu dis, tu deviens une évidence. Évidemment, si j'ai mal à la tête, mais avant tu m'as déjà, ou j'ai du mal à dormir plutôt, j'ai du mal à dormir et tu as un blog super ou des vidéos super sur Instagram ou n'importe où qui aident à mieux s'endormir, mais le jour où j'arrive pas du tout à dormir et il me faut un médicament ou quoi que ce soit, mais je vais acheter chez toi. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Mais ce qui va te permettre de te démarquer de la concurrence, tu vois, parce que forcément, si t'as un business comme ça qui crache de l'argent si facilement, tu vas rapidement plus être seul sur ce secteur. Et du coup, un de tes différenciants, ça va être, comme je t'ai dit, la pérennité que tu vas donner à la relation,
la qualité de la relation que tu vas donner, que tu vas créer avec avec ton client, tu vois. Faire en sorte qu'il a la meilleure expérience d'utilisation possible. Et c'est ça qui va faire que le jour où il aura une nouvelle migraine, eh ben il va rester chez toi et il va pas aller chez les autres. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. Et on a encore cette approche beaucoup trop transactionnelle et eux aussi beaucoup trop héroïste, beaucoup trop après la data, tu vois, au risque d'oublier toute la complexité de la psyché humaine. Et ça, c'est un truc dont j'essaie de m'écarter un petit peu aujourd'hui, tu vois. Genre, je suis très très peu drivé par les chiffres aujourd'hui. Je me base beaucoup plus sur la psychologie et sur des grandes valeurs cardinales. C'est énorme. On va dire top 10 influenceurs LinkedIn sur du growth pour tout le monde, hein. Je parle pour les gens en général, ils pensent que tu fais partie des gros hackers et tu te dis, bah, en fait, je regarde très peu la data. Moi, j'imagine bien, tu la regardes quand même à la fin de la journée sur certaines actions. Et c'était ma prochaine question, c'est ça qui est hyper compliqué, c'est que notre tête de marketeur, même notre tête d'entrepreneur, on va dire start-upper, est formaté par le ROI. Vu qu'on peut tout traquer, ou à peu près tout, on le fait à peu près bien, on essaye à chaque fois de comprendre et de mesurer combien, quand je mets tant de temps, d'énergie, d'effort ou de budget dans cette campagne, peu importe, à la fin, j'ai quoi? Et c'est hyper complexe quand on commence à parler de contenu, donc de content marketing, de publication de posts, de création de communauté, etc. C'est toi, comment tu fais? Moi, je trouve que ça me bloque même. En tant que, un peu comme toi, CEO d'une boîte de 10-12 personnes, j'ai tellement d'autres choses plus importantes que, par exemple, sur LinkedIn, je vais me contenter de moins poster des posts où, en fait, je peux presque calculer le ROI. Parce que si je fais du transactionnel, je fais un post sur des cours gratuits, par exemple, je sais que ça peut fonctionner. Tu fais 1000 commentaires, tu sais combien, tu mets un petit lien Bitly, c'est traqué, tu sais dans ton HubSpot, ça a fait combien à la fin de personnes qui se sont inscrites sur le cours, puis ensuite sur les formations payantes, etc. etc. Et j'aimerais sortir j'en parlais avec un coach LinkedIn à un moment donné, j'aimerais en sortir de ce truc-là, mais tout seul, c'est hyper dur. Parce que tu te dis, mais là, en fait, imagine, je suis en train de perdre mon temps, c'est un peu ce truc-là. Comment toi, tu fais? Bah, en fait, moi, je suis parti du principe que on ne perd jamais du temps. On ne perd, tu vois, on joue dans, tu vois, on n'est pas dans un univers à somme nulle, tu vois. Enfin, on n'est pas dans un jeu à somme nulle où en gros, le temps que tu vas donner aux autres, il t'est perdu en fait. Il va te revenir au centuple et la Non, valeur mais que tu donnes regarde, va te revenir au centuple. faisons une petite expérience de pensée simple. Ouais. Un post, ça va prendre 1 heure à écrire, par exemple. Un post sympa. Tu t'en fais 10. Sur les 10, il n'y en a aucun qui fonctionne vraiment. Donc, ça veut dire que tu fais quelques centaines de likes, qui est déjà cool, hein. Tu fais déjà quelques centaines de likes, et c'est à peu près tout. Bah, moi, j'arriverais pas à m'empêcher de me dire, mais en 10 heures, j'aurais pu faire avancer des gens dans mon pipe de recrutement, j'aurais pu écrire des articles, j'aurais pu faire des podcasts comme ici, avancer sur une nouvelle prod, aider des clients mieux, et en fait faire 1000 autres choses, ou même manager l'équipe mieux, parce que je prends pas assez de temps pour eux. Ouais. Bah, Comment alors, tu fais déjà, pour éviter cette... bah, déjà, ce que je te répondrais, c'est écris plus vite. C'est pour moi, un post LinkedIn, c'est pas plus d'un quart d'heure Ok, d'écriture, un quart d'heure de réécriture maximum, tu vois. Donc en 30 ok. minutes, c'est torché, dont à chaque fois la moitié du temps passé sur l'accroche. Parce que Mm. si t'as généré un clic sur voir plus, t'as fait 80% du boulot. Donc ça serait de plutôt tester en fait d'écrire plus vite, d'écrire avec plus de spontanéité, et en fait de te dire de toute façon de toute façon il y a pas meilleur, enfin la valeur que je vais apporter à mon audience, la relation que je vais créer avec elle, de toute façon c'est même pas une option en fait. Et de pas être dans cette approche, tu vois, de cette approche héroïste à court terme, ou en tout cas cette approche héroïste mesurable, mais d'être dans cette approche de nécessité en fait, et de te dire voilà, je suis pas en train de me constituer du chiffre là, je suis en train de me constituer un avantage concurrentiel, je suis en train de me constituer une barrière à l'entrée, parce que mon objectif c'est pas de devenir quand je fais ça, c'est pas de générer du chiffre, c'est pas de devenir meilleur que les autres, encore une fois, c'est de devenir évident, tu vois. Et en fait, c'est de faire en sorte que les gens qui voient passer tes posts, qui te like, etc., et ceux qui likent pas aussi, tu vois, parce qu'on va en parler des dark socials, et ben en fait, ils ne pensent qu'à toi comme ils ne pensent à toi, ils pensent à toi comme l'option, comme la seule option viable
par rapport aux problématiques que tu es en mesure de résoudre. Et en fait, le jour où le timing sera opportun pour eux, et ben ils penseront à toi, tu vois. Et ça, c'est un autre truc à savoir, c'est que et ça, c'est le cas pour tous les créateurs réguliers. Sur LinkedIn, il y a et grosso modo sur n'importe quel réseau, mais à fortiori sur LinkedIn, t'as un vrai distinguo entre l'audience et le marché. C'est-à-dire que en gros, et ça c'est vraiment un truc qui se vérifie, mais quasiment partout et même chez nous, les gens qui likent tes posts, qui engagent sur tes publications, sont pas ceux qui vont t'acheter. Par contre, pourquoi? Parce que bah souvent, bah les gens qui ont le temps d'être sur LinkedIn ne sont pas ceux qui ont de l'argent à dépenser. Tu vois, c'est ma lecture. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que et souvent, bien souvent, bah, ceux qui ont de l'argent à dépenser ne veulent pas se montrer sur LinkedIn parce qu'ils ont de l'argent à perdre et ils ont de l'argent à se faire soutirer. Et donc, mais par contre, ce qui se passe, c'est que Attends, t'entends quoi par ils ont de l'argent à se faire soutirer? bah ils ont de l'argent, c'est des décideurs, donc ils évitent de trop se montrer sur LinkedIn parce qu'ils savent que s'ils se montrent, on va les contacter. Et donc ce qui se Ok. passe, c'est qu'ils font partie de cette majorité silencieuse, mais une majorité qui te suit. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que plus ton audience est grande, plus mécaniquement tes posts vont être vus et donc vont être vus par des décideurs potentiels. Et ces décideurs, en fait, ils ont d'autres outils inconscients pour fidéliser l'algorithme et pour faire en sorte que l'algorithme continue de leur montrer tes publications. Tu vois, c'est pas que du like, l'algorithme il se base pas que sur du like ou des commentaires pour savoir si le contenu a plu. Il se base sur ce qui s'appelle les dark socials. C'est le nombre d'enregistrements du post, tu sais, pour plus tard, le nombre de clics sur voir plus, le dwell time. Donc en gros, si quelqu'un ne like pas ton Alors, post, ne voilà, commente pas. répétons doucement. Yes. Si on veut euh, réussir à être pris en compte, bien pris en compte par l'algorithme LinkedIn, parce que comme sur Ouais. toutes les plateformes, il faut savoir, et ça change souvent, mais dès que tu le sais, forcément, tu es plus mis en avant. Tu dis donc, faut cliquer quoi sur enregistrer pour plus tard. Ouais, bah en fait, si tu suis le cheminement, tu vois, genre tu scrolls, tu tombes sur un Mhm. post, tu lis l'accroche, ça te plaît bien, tu cliques sur voir plus, tu lis le post en entier. Et donc ça va prendre un peu de temps. Et puis après, bah tu vas éventuellement aller voir les commentaires, tu likes, tu commentes et tout. Mais en fait, l'algo, s'il voit que t'as cliqué sur voir plus, que t'as lu tout le post, qu'éventuellement tu vas voir les commentaires, en fait ça lui suffit. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est la rétention en fait dans le fil. C'est pas nécessairement genre le like en fait, ça a pas nécessairement de valeur marchande pour lui. Et donc en fait, le simple fait de voir que un utilisateur a passé du temps sur la publication, et ben c'est un indicateur pour lui, tu vois, business pour lui, et il se dit bon bah ok, la prochaine fois que Gabriel sort un post, et ben je vais aller le montrer à cette personne. Et donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que mécaniquement en fait, genre c'est mathématique, tu as une portion de ton audience que tu ne peux pas quantifier, que tu ne peux même pas voir en fait, mais qui lit très régulièrement tes posts. Et ça c'est un truc qu'on a tout le temps, tu vois, mais c'est systématique. Aujourd'hui, dans notre base client, il y en a peut-être, allez, je vais être généreux, peut-être 5% qui like mes publications. Par contre, 100% ont vu passer et pendant les call sales, disent ah mais on lit tout le temps votre contenu sur LinkedIn, c'est top et tout, on adore et en fait viennent de par LinkedIn, tu vois. Mais par contre, si on Mhm. s'était basé uniquement sur la base du like, on n'aurait aucune notion en fait et en fait c'est vraiment pour t'illustrer ce phénomène et te dire que il y a énormément de choses immesurables en fait dans cette démarche là, mais par contre si on parle en termes de ROI c'est juste monstrueux. C'est immesurable. Et d'un autre côté, tu arrives à le dire que dans tous les calls, ou à 99% des cas, on parle de tes publications, on parle de ton contenu. Ah mais c'est Et j'ai systématique. l'impression que c'est un peu la condition de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse moderne, c'est de bâtir, c'est de construire une communauté extrêmement forte, engagée et fidèle. C'est Et ça. ça, la seule manière, bah, c'est de commencer. Et ça, c'est ma prochaine question. C'est là, on parle de choses déjà assez techniques pour des initiés. Ouais. Je ne veux pas nous lancer de fleurs, mais l'air de rien, on a déjà un petit peu une communauté. Donc, je te demande des conseils sur bah, une heure, machin, bah, mets moins de temps. Et je trouve ça, c'est hyper vrai. Mais quand tu es au niveau zéro, disons Mhm. plutôt, là, tu te poses, tu te dis, OK, bah, c'est bien beau tout ce qui se raconte, là, Benoît et Gabriel. Mais moi, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans. J'aimerais bien commencer. Par où je commence euh, pour faire une communauté qui va me suivre, qui n'est pas déjà vue et revue, puis où je vais pas me faire trop critiquer parce que de poster sur LinkedIn, c'est quand même, c'est pas la même chose que de poster sur Insta. Alors je m'explique, c'est mon analyse encore une fois, ça n'engage que moi. Mais sur Insta, c'est une belle photo. Sur TikTok, c'est une belle vidéo, donc déjà c'est autre chose, ça demande beaucoup plus de travail. Sur LinkedIn, c'est ta pensée. Donc c'est pas, faut pas juste que ça soit beau,
faut que ça soit percutant, impactant, et tu sais que, comme à l'école, quand tu prends la parole, tu vas te faire juger si tu l'ouvres pour dire un truc un peu bizarre, pas assez marrant ou pas assez intelligent. Ouais, bah, très bonne question. Euh, juste pour finir, en gros, sur LinkedIn aussi, tu vois, on parlait d'avoir des clients tout à l'heure. Euh, sur LinkedIn, enfin, tu vois, c'est pas le seul truc que tu vas venir chercher. Tu vas trouver des clients, mais tu vas aussi recruter si t'es entrepreneur. Tu vas trouver des partenaires. Tu vois, t'as énormément de leviers intéressants. Mm, mm. Tu vois, business autre que de la vente pure, quoi. Et en fait, une fois que t'as compris ça, tu comprends à quel point c'est essentiel, à mon sens aujourd'hui, d'avoir une présence quelque part. Pas seulement sur LinkedIn, mais n'importe où. Et du coup, si t'as 20 ans et que tu sors de nulle part, pour moi, il y a des sas de décompression, tu vois. Déjà, commencer par faire beaucoup de curation au sein de LinkedIn, à l'extérieur, tu vois, dans LinkedIn, à l'extérieur de LinkedIn. Tu vas te Tu faire suis qui, un... par exemple? Tu suis qui? Bah, en fait, je parle pas simplement de la curation au niveau de l'éditorial, du contenu LinkedIn, tu vois, ou de l'éditorial LinkedIn, mais de la curation autour des thématiques sur lesquelles tu veux te positionner Mhm. pour en fait te positionner non pas comme un expert, tu vois, parce qu'à 20 ans t'es pas expert, quoique, mais te positionner comme un apprenant en fait. Et en fait te créer un corpus d'idées, tu vois, vraiment un backlog avec un maximum d'idées, un maximum de contenu potentiel sur lesquels tu vas pouvoir venir te positionner. Donc ça c'est la première chose, c'est vraiment de commencer le plus tôt possible à te constituer une base de données avec des idées en vrac, tu vois, avec du contenu que tu allais piocher à droite à gauche, avec des apprentissages et tout. Et ça, tu vas pouvoir l'utiliser pour plus tard. Et plus tôt tu commences, mieux c'est. Ensuite, deuxièmement, c'est deuxième sas de décompression. Tu vois, donc le premier, il va permettre de te mettre en confiance, te dire que tu as des choses à raconter, tu vois. Deuxième chose, c'est bah, commencer à t'engager sur les contenus des autres, tu vois. Donc, franchement, moi ma currency, c'est mes ordres de grande, mais tu vois, pour donner proportion, pour moi, genre cinq commentaires bien tournés, tu vois, tu vois, qui apportent de la valeur ou qui lol un petit peu avec de l'humour, postés sur LinkedIn, tu vois, donc vraiment des commentaires qui apportent quelque chose, ça équivaut à l'équivalent d'un post en termes de la visibilité que ça va t'apporter. Tu vois, c'est donc moi ça C'est c'est ça, la donc première chose. quand tu dis engager avec le contenu des autres, c'est clairement aller faire mettre des Ouais, commentaires dans les. Et il y avait c'est ça. quelqu'un qui était devenu très bon là-dessus, je sais plus comment il s'appelle, qui est là dans tous les commentaires. Ouais. Ouais, c'est bah t'as il y en a un qui vient, c'est Jason, tu vois. Bah Jason, c'est ce qu'il a fait, Jason Béraud, Ouais, ouais. qui est un très très bon growth, excellent, et que je salue d'ailleurs, c'est un très bon pote. Bah lui, en fait, ce qu'il a fait pendant plusieurs mois, tu vois, en fait, il avait pas le temps, lui, c'était juste du temps, il avait pas le temps de publier et tout. Et donc en fait, il s'est mis à masse commenter sur les contenus de tout le monde, tu vois. Et il s'est fait cette visibilité comme ça, tu vois. Il commentait mais une dizaine, je pense, quinzaine de posts par jour. Et jusqu'au moment où en fait, bah, les gens le connaissaient. Et le jour où il s'est lancé, bah déjà il avait plein d'idées parce que bah il a eu une feedback loop intéressante parce que bah quand tu fais un top commentaire sur un commentaire à forte traction, bah déjà ça t'amène de la visibilité sur ton profil, les gens te connaissent, etc. Donc t'as déjà des premières interactions. Donc quand tu publies sur LinkedIn, t'arrives en terrain conquis. Et en plus de ça, c'est un signal intéressant parce que tu te dis bon bah ok, ce que j'ai raconté dans mon commentaire, je peux en faire un post. Et ce post, tu sais qu'il va marcher. Exactement. Et Donc ça te donne des idées. Et ouais, en plus, et je pense que c'est le plus important au tout début, c'est aussi psychologiquement de casser cette barrière de la publication. ouais, Tu vois, cette barrière c'est ça, je m'ouvre, ça y est, je poste. Et c'est si tu as ça. déjà un petit peu de retour positif, de tiens, c'est marrant, tu as un peu d'approbation, alors tu te sens beaucoup plus légitime. Je pense qu'on se rend Et pas compte, mais il y a peut-être aussi des gens qui ont cette, entre guillemets, non-légitimité à dire, mais qu'est-ce que je peux bien raconter d'intéressant pour les autres? c'est que des barrières mentales. C'est que des barrières mentales, tu vois. Et souvent c'est dû à un problème de confiance en soi, et ce problème de confiance en soi est dû à un problème de positionnement. Si t'as 20 ans et que t'essaies de jouer l'expert, alors que tu n'es pas manifestement expert, ça va mal se passer parce que tu vas pas être en face, tu vas créer une dissonance et tout. Alors que si tu te positionnes comme le type de 20 ans qui est passionné d'un sujet et qui apprend et qui documente ses apprentissages, tu vois, sur n'importe quelle thématique, et qui parle au lui qu'il était il y a 2 ans, aux 2 ans, tu vois, bah non seulement bah là en fait tu vas être beaucoup plus à l'aise à l'idée de prendre la parole. Et ensuite l'idée c'est donc ça c'est la première étape. Enfin tu vois c'est quand tu te m'as publié c'est juste de passer à l'action et de commencer à parler de sujets qui t'intéressent.
t'intéressent, tu vois, quel qu'il soit. Tu vois, vraiment quel qu'il soit, mais des sujets sur lesquels tu es apprenant ou sur lesquels tu es érudit, tu vois, quel que soit ton domaine, enfin ton niveau, tu vois, sur le sujet, et de commencer par là. Et ensuite, l'idée c'est de d'éditorialiser un petit peu plus. Et ça, c'est là qu'on arrive à un niveau un petit peu plus avancé. C'est le moment où tu te mets à parler à différentes typologies de personnes. Et pour moi, en gros, il y a trois types de personnes sur LinkedIn ou n'importe où à qui tu dois parler. Premièrement, c'est à tes clients, tu vois, déjà, parce qu'on est dans une Mhm. optique aussi ROI, ou business, tu vois. Donc, c'est de parler à tes clients, de leur apporter de la valeur, de te crédibiliser auprès d'eux, tu vois. Donc là, ça va être ce qu'on appelle du contenu bottom funnel, où l'objectif, c'est de générer de la demande entrante, c'est de générer de la conversion, c'est de distribuer du contenu, etc. Ensuite, tu vas avoir l'étape plus middle funnel, donc milieu de l'entonnoir, où là, tu Alors vas voilà, aller pour ceux parler. qui, pour ceux, juste, je précise pour la Ouais, communauté. Donc le funnel, c'est le funnel de conversion de vente. exactement. Plus on est haut dans le funnel, moins on connaît la marque, par exemple. Et donc de faire du C'est ça. contenu très bas du funnel, ça va être du contenu qui va directement demander, par exemple, pour un exemple très concret, j'offre 5 sales calls, enfin coach calls de 30 minutes gratuitement. C'est Ça ça. va être assez bottom of the funnel, parce que les gens qui sont logiquement intéressés peuvent payer après. Donc c'est un post, C'est par ça. exemple. Vas-y, je te Exactement. laisse continuer sur middle of Oh, the funnel. Donc là, c'est le milieu, et puis après, c'est ça. le Et, début. ou alors, par exemple, ça pourrait être un post très expert sur un sujet très précis. Tu vois. Donc, je sais pas, par exemple, je fais du SEO. Ok, bon bah, voici, comment crawler, toute ma méthodologie de crawling, etc. Tu vois, quelque chose de très précis. Après, le middle funnel, pour moi, là, tu parles à une autre typologie d'audience. Tu vois, alors, et les audiences sont pas hermétiques, hein, tu vois, clairement pas. Mais là, tu vas parler à tes pairs. Donc tu vois, Mhm. tu vas parler à des gens dont tu partages la profession, dont tu partages le parcours professionnel en fait, et l'objectif ça va être en gros, là t'es dans une logique de networking. Et donc je sais pas, bah, dans mon cas, je vais parler d'entrepreneuriat, donc je vais parler aux autres entrepreneurs qui sont potentiellement mes clients aussi, mais c'est aussi mes pairs, et je vais parler aux autres marketeurs, aux autres sales, etc. Et donc là, l'objectif ici, c'est de te positionner comme leader d'opinion, en fait, même si j'aime pas ce terme, autour de ces thématiques-là, et qu'on pense à toi quand on parle de sales, quand on parle de n'importe la thématique en question. Et Et est-ce que tu as un exemple concret sur ce middle of the funnel où tu parles au pair? Un exemple que toi, tu aurais pu poster, là, que tu as pu poster si on ouais, regarde carrément. rapidement dans... Bah écoute, ce matin, j'ai justement posté un post. Alors c'était un peu un hybride parce qu'à la fin, je distribuais du contenu entre middle et bottom, mais en gros, je publiais bah, justement sur le fait que j'ai fermé ma micro-agence suite à un certain nombre de prises de conscience, tu vois. Je l'ai posté ce matin et autour du growth, et je partage les 5 raisons, tu vois, et je partage les 5 raisons les 5 dimensions de cette prise de conscience là, tu vois. Donc c'est une sorte de micro-article de 2500 caractères où j'explique tout ça en détail. Et là, je parle aux autres growth et je parle aussi aux autres entrepreneurs qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Autre chose, j'ai fait des posts, j'ai fêté mes 3 ans d'entrepreneuriat, voilà les 10 choses que j'en retiens, tu vois, les 10 choses que j'ai apprises ou que j'aurais adoré qu'on m'apprenne il y a 3 ans. Donc ça, c'est l'exemple. Tu vois, ça c'est des exemples de ce que tu peux partager. Tu peux faire aussi des posts où tu partages tes difficultés, tu vois, où là tu vas documenter vraiment ton parcours aussi, tu vois, ton parcours initiatique, et tu te positionnes vraiment comme personnage au sein de ton histoire. Et, euh, et après, la dernière partie, c'est la partie plus top funnel, où là en fait tu vas parler dans un langage marketeux, tu vas pas aller au mass market, mais en gros tu vas parler aux gens, à la partie des gens qui sont prêts à t'écouter et que tu as envie d'influencer sur des sujets vraiment tu vois, de société entre guillemets. Et donc là, l'idée, c'est de prendre la parole. Ça, c'est le plus dur à faire, honnêtement. Moi, c'est ce que j'ai mis le plus de temps à faire. Tu vas parler sur des sujets vraiment euh, de société dans lesquels qui sont pour toi viscéraux et sur lesquels tu es assez documenté et tu as assez des idées en place pour prendre la parole de façon vraiment sereine et radicale. Et là, l'objectif, c'est pas d'être dans la nuance, tu vois, selon moi, ça c'est mon école, mais c'est pas d'être dans la nuance, tu vois, c'est pas d'être dans la dialectique, thèse, antithèse, synthèse, c'est vraiment d'y aller en mode sûr de toi parce que tu as vraiment une pensée, construit une pensée autour de ça. Donc là, tu vas pouvoir parler de thématiques. Moi, tu vois, je parle beaucoup du future of work, je parle beaucoup du monde du travail et de la toxicité autour du monde du travail. J'ai fait beaucoup de posts sur le burn-out, tu vois. Demain, je vais me mettre à parler aussi d'écologie, c'est sûr.
Et puis après, tu vas avoir des gens qui vont parler de féminisme, de parentalité, d'autres qui vont parler de transition énergétique, etc. Et là, l'idée, en fait, c'est de parler, c'est de te faire le fer de lance d'une cause qui te dépasse. Et en fait, t'as deux avantages à ça. T'as un avantage, t'as un avantage d'impact, en fait, où tu vas contribuer à donner de la visibilité à une cause qui tient à cœur. Et en plus de ça, d'un point de vue purement égoïste, ça va te permettre de générer de la visibilité, parce que c'est des sujets porteurs qui généralement vont générer beaucoup plus d'interactions que tes autres posts, un peu plus bas dans le funnel. Donc maintenant, si on résume ça en une seule phrase, c'est un CEO ou un entrepreneur doit forcément aussi devenir influenceur slash journaliste. C'est le double du travail. Faut beaucoup se documenter. C'est du temps tout ça, hein. Là, si on se rappelle on parlait de l'ancien temps où tu fais du B2B, tu es plus en mode vente, mon métier, mon industrie, etc., etc. Là, faut aller dans beaucoup d'autres choses. Parce que prendre la parole sur certains sujets, et on va en venir tout de suite, ça amène aussi autre chose. C'est-à-dire que, un peu comme, je ne sais pas si c'est la bonne analogie, mais Bernard Tapie, ce qui l'a fait, ce qui l'a mené en haut, c'est les médias. Il l'adorait. Ce qui l'a mené le plus qu'en bas, c'est aussi les médias et les politiques. Et aussi peut-être ses conneries. Mais ce qui t'amène en haut, t'amène très souvent en bas. Euh, Est-ce que passer du temps justement à être radical et clivant, ça ne peut pas amener à un autre moment, et ce qui arrive très souvent maintenant sur tout ce qu'on voit, tout ce qui sort tous les jours dans la presse, de machins, de trucs sur Twitter énormément, pas nous amener en fait à se faire dézinguer quelques mois ou quelques années après. Et là, évidemment, tu sais à quoi je pense, à qui je pense. Il y a peu de temps, il y a quand même une personne qui a fait une boîte de service qui ressemble vachement à la tienne, on ne va pas nommer, qui explose complètement depuis 2 ans, qui est au top du top et qui en fait se ramasse à mon sens pas mal depuis un moment, on peut le voir, hein. Euh, et surtout, donc ce qu'il a fait, c'est LinkedIn. Ce qui est en train, à mon sens, là où et j'espère qu'il va renaître de ses cendres, ce qui est en train de complètement le défaire, c'est aussi LinkedIn, avec le poste d'une de ses anciennes employées qui lui tire les oreilles. Je suis gentil quand je dis tire les oreilles. Alors, pour moi, il y a deux parties dans ta question. La première, c'est est-ce que tous les entrepreneurs doivent le faire? Je suis pas dans la, tu vois, je suis pas un ayatollah, tu vois. Et je suis personne pour dire aux gens quoi faire absolument. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que je connais aucun entrepreneur qui ait sauté le pas, qu'il ait regretté, tu vois, sur le À temps part long. celui-là, peut-être. Pas celui-là, mais sur le temps long, ça m'étonnerait, tu vois. Parce que je Mm. pense qu'il te dirait, ouais, là, en gros, j'ai trébuché. Euh, si il fait un petit peu le point avec lui-même, il dira, bah ouais, j'ai déconné. Et en gros, bien fait pour moi. Mais l'air de rien, ça lui a quand même énormément apporté. Et l'audience qui s'est créée, c'est une audience qui va qui va continuer de le suivre quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un petit peu c'est le mal de l'humanité, tu vois, c'est qu'on a la mémoire courte. Donc, tu vois, je m'inquiète pas trop pour lui vis-à-vis, en tout cas, de son entre guillemets influence. Tant mieux. Et ce que je peux te dire, c'est que tu vois, je connais aucun entrepreneur qui ait sauté le pas qui le regrette. Pour te dire, tu vois, j'aime pas Elon Musk, mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant, tu vois, vis-à-vis justement de la place qu'a son influence et sa personal brand dans ses business. Mais chez Tesla, ils ont récemment fermé tout le pôle PR, donc relations publiques, tu vois, donc c'est Mhm. parce qu'ils se sont rendus compte que le compte Twitter d'Elon Musk avait plus d'impact que tout le pôle PR réuni. Ah oui, il pourrait même en avoir 10, 10 Paul Pierre, c'est sûr que le C'est ça. compte Et Twitter c'est pour d'Elon te Musk, dire il fait, que ouais, ouais, il change le cours de l'action Tesla en bourse. C'est c'est ça. aussi fou que ça. Et C'est c'est là ça. où il va demander s'il devrait vendre 10% ou pas de ses parts. Enfin, c'est même presque absurde. C'est ça. C'est... Et donc c'est pour te dire que là, je prends un exemple extrême pour grossir le trait, pour qu'on comprenne mon propos, mais c'est pour te dire que une personal brand bien maîtrisée, c'est juste monstrueux. Et quand tu commences à avoir plusieurs personal brands dans une boîte, alors là, ça devient juste, t'es inarrêtable. Et ça, c'est un asset que tu te crées, qui est juste fou. Et c'est même plus de l'ordre de la barrière à l'entrée. C'est qu'en fait, tu deviens évident en fait. Tu te crées un monopole parce que t'es tout seul sur ton île et les gens viennent te voir.
Et en fait, ils viennent te voir parce qu'ils veulent bosser avec toi et pas avec les autres. Peu importe si t'es meilleur, peu importe si t'es Ouais. moins bon, Mais peu du coup, importe. pour revenir sur t'es clivant, t'es évident, il y a des gens qui t'aiment, qui te suivent, qui te suivront, et donc c'est cool. Il y a des gens qui t'aimeront pas, et c'est le principe d'ailleurs d'être une marque, une personal brand. On reste humain. On reste humain, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a de la critique, et on n'est pas hermétique, on n'est pas imperméable à la critique. Comment tu le gères quand tu te fais, on va pas se dire jusqu'à être cancel, parce que c'est pas le cas, mais dans cette culture, justement, on va chercher quand même le clash et où tu peux prendre cher. Comment tu le gères? Alors moi, je sais pas pourquoi, tu vois, mais j'ai la chance d'avoir très très peu de haters, tu vois. Et alors moi, je considère pas un commentaire négatif, constructif comme de la hate, tu vois. Je le rends même pas là en ligne de compte, mais j'ai vraiment reçu très très peu de de euh, de hate en général. Et j'ai un post sur tous ceux que j'ai publiés, j'en ai publié peut-être 600 en tout, tu vois, qui est parti un petit peu en live. Et Ah, sinon, bah en c'était fait, lequel, tiens? Allons là où ça va être rigolo. c'était un vieux post en plus, rien, enfin n'importe quoi le truc. En gros, j'avais fait une conférence à l'incubateur HEC sur le copywriting justement, et à la fin, pour s'amuser, tu vois, je lançais une sorte de pseudo concours où je disais aux gens, ok, bon bah, à la fin, bah maintenant avec tout ce que je vous ai appris là, vous me faites un post LinkedIn et celui qui reçoit le plus d'engagement, donc tu vois, c'était la seule consigne, tu vois, bah il reçoit, bah je le coach en fait, je lui offre 3 heures de coaching, tu vois. Et, et donc c'était la seule consigne. J'ai pas demandé d'être intéressant, j'ai pas demandé d'être pertinent ni rien, tu vois. Ouais, Il y a ouais. cette fille qui gagne, tu vois, qui fait un post bah, où elle demande explicitement, tu vois, avec c'était bien construit, tu vois, il y avait une accroche, il y avait du pathos et tout, et en fait elle demandait explicitement, je veux gagner le truc, liker quoi. Et donc elle remplissait elle cochait les cases, et donc j'ai fait le post pour annoncer, et j'ai mis un screenshot en visuel, et là c'est parti en cacahuète, mais comme pas possible, parce que et surtout les gens s'en sont pris à elle au début comme quoi elle avait publié quelque chose qui était affreux, enfin qui servait à rien, etc. Tu vois. Et Mhm. avec donc moi je prenais sa défense. Forcément, tu vois, t'es sur mon poste, mec, juste tu te calmes, quoi. Et en plus, moi j'ai le verbe assez haut, tu vois, surtout à l'écrit et surtout, tu vois, face à l'injustice, ça m'énerve un petit peu, donc je commençais à monter dans les tours et à la fin, c'est retourné contre moi. Et là, c'est parti en live complet, quoi, et ça a vraiment fini là pour le coup. Où les gens m'insultaient, vraiment on était dans l'injure publique quoi. Donc Sur LinkedIn, hein. Il ouais, faut ouais, quand même sur le rappeler LinkedIn. que ça reste un Ouais. truc très pro où les gens, logiquement, ils sont encore assez gentillets et enfantins. Ouais, ouais, mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé, tu vois. Et là, Mm. c'est parce que bah, j'ai fait l'erreur de rentrer de façon un petit peu trop, entre guillemets, premier degré là-dedans, parce que quelqu'un d'autre était impliqué. Sinon, je m'en serais foutu, quoi. Et, euh, et Jamais sinon, être de premier la degré. hate, j'en reçois assez peu, honnêtement. Même quasiment jamais, ou alors je la vois C'est pas. un bon conseil, ça, de dire faut jamais être premier degré. Ouais, ouais, franchement, sur ça, la négativité, j'avais fait, justement, je m'étais amusé, j'avais fait un post où j'expliquais que ma recette, quand je recevais de la hate comme ça, c'était justement de commenter en réponse une recette de cuisine. Et les gens, ça leur avait plu, mais c'est pour dire, ouais, Ah, non mais c'est tu pas vois, mal, ça. C'est genre pas mal du tout. gratin de macaroni au girolles, tu vois, tu lui envoies ça au mec, il est content. Et en plus, souvent, ça les fait rire, tu vois. Et en fait, désamorce le truc. Enfin, si tu reçois de la hate, enfin, si tu reçois de la négativité, même de la violence, c'est juste le reflet de la détresse et de l'insécurité du mec en face. Ton propos, ton poste et ta personne n'est même pas le sujet en fait. Donc, te prends pas la tête avec ça. Ouais. Et d'ailleurs, si on peut ajouter, il y a encore une fois Stephen King qui explique quand tu écris un texte, enfin, quand lui, il écrit un texte plutôt, il commence à l'écrire pour lui-même, c'est normal, hein. En tout cas, c'est le premier jet. Ensuite, il va l'éditer pour ses amis, sa communauté. Donc, qu'est-ce qu'ils en penseraient là de ce que je viens de raconter? Hop, il l'édite. Et enfin, il l'édite pour ses haters. Il se dit quand même, il y aura toujours des gens qui hate. Comme tu dis, à la fin, c'est leur problème à eux. Mais je vais éviter de leur tendre des perches. Donc, qu'est-ce que je peux
arrondir ou rendre plus véritable, plus vrai, pour pas qu'on vienne mais même sur des détails un peu débiles, pas sur des choses profondes, mais vraiment sur des détails débiles. Il parlait d'un truc assez bête sur, c'est une histoire qui se passe dans le Wisconsin dans les années 1930, et il dit que il a une arme, un Beretta 22,5, 22 mm, je sais pas quoi. Et en fait, je ne sais plus pour quelle raison, mais ce pistolet n'a été développé que 3 ans plus tard. Tu vois, c'est tout bête, mais c'est des détails pour dire je vais éviter si j'édite pour mes haters et que je suis sûr que c'est plutôt vrai, ça au moins ils passeront pas. Parce que dans tous les cas, ils seront là. Hmm. Bah, après, Stephen King est dans le game de la fiction. Et qui dit fiction dit que tu as ton rôle en tant qu'écrivain, c'est de créer un univers crédible. Et donc, justement, bah, laisser un anachronisme, laisser comme ça une erreur bête, c'est le meilleur moyen pour que bah, ton audience, en fait, déjà de base, elle sorte de l'histoire, tu vois. En plus. Euh, En plus, donc Alors pour moi, après, tu vois. après c'est vrai que c'est un anachronisme en fait, c'est vraiment un détail que seuls les passionnés ou les haters peuvent relever. C'est ça. Personne sait Mais du coup, c'est la marque, dans son cas, d'un manque de professionnalisme, exactement comme un journaliste qui vérifie pas ses sources, tu vois. C'est-à-dire que demain, un journaliste qui fait un post sur LinkedIn, euh, bah, se met à balancer des faits pas vérifiés, etc. Là, en fait, s'il publie en tant que journaliste, c'est son intégrité professionnelle qui va être remise en question parce que les deux sont liés, tu vois. Moi, dans mon cas, tu vois, autant je suis quelqu'un, tu vois, je suis vraiment partisan, je suis un pragmatique le plus possible, je suis absolument pas dans le relativisme, etc. Tu vois, y a pas de souci. Par contre, quand je fais un post sur LinkedIn, mon rôle c'est de faire passer un message et je vais faire tout mon possible pour être le plus factuel et le plus vérace dans ce que je vais raconter. Par contre, je suis pas là pour être exhaustif, tu vois. Je suis pas là pour apporter la nuance et la nuance de la nuance, la thèse, l'antithèse et la synthèse, parce que déjà c'est le meilleur moyen d'alourdir mon propos et de l'affaiblir au final, tu vois. Donc moi en fait, je suis là pour présenter quelque chose et je vais même te dire un truc et ça c'est une petite astuce, mais l'imperfection, c'est le meilleur moyen de générer de l'interaction. Parce que les gens, en fait, soit de façon bienveillante, soit de façon pas bienveillante, donc ça dépend de toi et de ta communauté, vont venir te faire remarquer ça, ou vont venir préciser, en fait, ce qui manque. Et ça, c'est un très très bon moyen, tu vois. Tu présentes une thèse vraiment au brut de décoffrage, certes bien documentée, etc., mais par définition partielle, les gens vont venir nuancer dans les commentaires, et c'est là que les discussions se créent, tu vois. Et c'est là qu'en plus de ça, tu crées du dwell time, de l'engagement, et que, bah, bim, tu crées de la viralité autour de ton contenu. Et donc ça, c'est vraiment un truc à avoir en tête, c'est que sur LinkedIn, moi je fais pas un travail journalistique. On n'est pas là pour faire un travail journalistique, on est là pour présenter un point de vue à un instant T et quelque chose qui de toute façon va se retrouver perdu dans les limbes de LinkedIn et d'une base de données que plus personne ne verra d'ici 24 heures. Et les gens oublient. Je peux t'assurer que les gens oublient. Je suis assez d'accord avec toi. Mais quand ça arrive et que tu prends un bon post de haters, un truc comme ça fait jamais plaisir. Ça fait jamais Non, plaisir. bah après tu prends ça avec rigueur, tu vois. De toute façon, après faut aussi accepter que de temps en temps quelqu'un te reprenne, etc. Tu vois. Exactement. Après, tu vois, voilà, faut juste prendre de la distance par rapport à ça et se dire ok bon bah tu vois, faut pas mettre son ego là-dedans, faut pas, tu vois, faut se dire ok, moi j'étais pas en forme aujourd'hui, je me suis plantouillé, bon bah l'heure est humaine et là tu fais un petit disclaimer pour dire ouais je me suis planté les mecs, tranquille quoi et puis on rigole. Faut toujours être Ouais, dans la ouais, ouais, rigolade ouais. en fait pour moi et la légèreté. Ouais, ouais, complètement. Bah, tu dis second degré, à fond. Pour Ouais, revenir de sur ouf. quelque chose d'un peu plus tangible et concret, combien de fois faut poster par jour? Quel genre de post? Et puis après, on passera Ouais. directement au rapid fire question, parce que je vois que le temps passe. Ouais, carrément, putain. On s'était noté plein de sujets à aborder. Et bah alors, pour moi, la meilleure fréquence, c'est celle que tu maintiens sur la durée, tu vois. Genre, je vois tellement de gens qui publient pendant 3 semaines, un post par jour et qui puis après s'arrêtent. Non, ça c'est, enfin, la meilleure fréquence, c'est celle que tu peux maintenir sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Où tu peux où tu t'arrêtes que pendant tes vacances, tu vois. Mais vraiment Mhm. une fréquence que tu peux maintenir. Si au début tu peux pas, encore une fois dans une logique de flux, l'objectif c'est pas, comme pour tout, c'est pas la valeur absolue, c'est l'augmentation dans la durée. Donc, vaut mieux que tu commences à 2 posts par semaine, tu vois, ou un post toutes les 2 semaines, et que ce compte-là augmente au fil du temps,
plutôt que tu sois en quête directement d'une valeur absolue élevée et que tu n'y arrives pas à le maintenir. Tu vois, c'est un apprentissage tout ça. Tu vois, c'est un apprentissage donc pour moi, tu vois, déjà ça a trait par rapport au contexte de chacun. Deuxième truc, bah après, si vraiment je dois te répondre de façon absolue, moi je recommande, tu vois, c'est vraiment une recommandation de quelqu'un qui sait faire, minimum 1 à 2 fois par jour. Tu postes depuis ton téléphone? Non, je poste depuis mon ordi moi et j'ai même pas l'application LinkedIn sur mon tel. Ok. Tu Parce postes que sinon je vais toujours depuis... voir les notifs. Ouais, j'ai réussi. Moi, j'ai coupé les notifs, mais je vais depuis mon tel. Je trouve que c'est plus réel. Et Ouais. process pour écrire des bons posts. Tiens, comme ça, si je te dis, par exemple, dès que tu as une idée sous la douche, tu la notes dans Notes ou tu les prends sous forme de message vocal, voice note. C'est quoi pour toi? Alors, j'ai trois façons de faire. Façon, genre j'ai pas le temps, je note juste l'idée, je reviens dessus plus tard. J'ai tout centralisé, tu vois, dans mon notepad, tu vois, sur mon Mac. Et sur mon tel, tu vois, les deux sont reliés. Et donc soit je note l'idée vite fait, groupe de mots, je fais pas de note vocale, soit directement je me mets sur le post en mode j'écris tout d'une traite, tu vois, parce que j'ai Mm. déjà l'idée en tête. Et là c'est plus du contenu purement éditorial, genre middle bottom funnel. Voilà, je vais Mhm. écrire ce que j'appelle un micro-article, tu sais, en 5 points, etc. Donc là, c'est vraiment, ça sert un dessin purement marketing. Et après, et ça souvent, c'est les contenus les plus viraux. C'est ceux qui ont le plus pété. On en revient à cette notion de spontanéité. C'est les contenus plus top funnel où je vais aller m'exprimer de façon très viscérale et très dans l'inspiration de l'instant, tu vois. Sur un sujet. Et donc souvent, ça va être des posts très courts, des posts très courts ou enfin pas C'est forcément combien très très longs. court, par exemple? Parce que j'allais te dire, ouais, c'est quoi les best practices? C'est très long, c'est très développé, ou tu apportes vraiment beaucoup de valeur, et par valeur, j'entends t'aides les gens à apprendre quelque chose, ou est-ce que c'est, voilà, t'écris 5 lignes grand maximum, et tu envoies ton idée comme ça? Pour moi, un poste, enfin, la bonne longueur, c'est la longueur qui te permet de maintenir la lecture de A à Z, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire un poste tu vois, genre, je prends exemple, t'as un mec qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, c'est genre the Mhm, expert du nucléaire et de la transition mhm. énergétique, tu vois. Il fait des Ouais. contenus archi experts. Il a 400 000 followers, tu vois. C'est son canal d'acquisition principal, tu vois, sa boîte de conseil. Il fait du contenu, mais vraiment, genre, c'est que des 3000 caractères, c'est vraiment des gros pavards et tout. Zéro fun et tout. Enfin, c'est vraiment super factuel, très nuancé, ouais, très ingénieur, quoi. Et ça marche parce que, en fait, il apporte de la qualité et en fait, tu es tenu en haleine par son écriture. Et pour moi, en fait, la meilleure façon, tu vois, déjà, c'est une écriture dynamique. Donc moi, j'applique la règle des 3 fois 1. C'est un poste, une idée. Tu vois, si t'as 2 idées, t'en fais 2 postes. Tu vois, et souvent, on a des postes à tiroir. Tu vois, on tombe sur des postes à tiroir où, tu sais, c'est là que t'as tu te retrouves avec des postes qui essaient de nuancer, qui essaient de développer Mhm, plusieurs points de vue. Ça marche pas. Fais 2 postes, mec. Euh, Ensuite, le deuxième 1, c'est une phrase égale une info. Tu vois. Donc vraiment des phrases courtes et qui distillent à chaque fois une seule information et après un mot, une fonction. Et si tu t'assures de vraiment en réécriture appliquer cette règle-là, tu te retrouves avec un poste vachement dynamique. Et après, bah, c'est d'un poste à l'autre, pas hésiter à varier, tu vois, des postes courts, tu vois, vraiment quelques lignes, genre entre 2 et 10 lignes, tu vois, pour moi, ça rentre dans les postes courts. Et après, des postes beaucoup plus longs, où là, tu vas aller sur du 1500, 2000, 2500 caractères, tu vois, où là, tu vas beaucoup plus développer. Et en fait, ce qui va générer, tout va se jouer dans l'accroche en fait. Tu vois, 80% du travail, tu vas le faire dans l'accroche, donc dans les premières lignes. Et en fait, t'as différentes façons de le faire, tu vois. C'est soit commencer à raconter une histoire, générer une émotion primaire forte, donc stupeur, souvent négative au début, tu vois, stupeur, et, tu vois, étonnement, colère, mhm. indignation, etc. Soit miser sur le décalage, tu vois. Donc là, souvent, ça va être pour les postes courts plus LOL, tu vois. Là, tu vas commencer par, voilà, tu vas prendre à contre-pied le lecteur et tu vois, par exemple, euh, un post qui a pété chez moi il y a quelques jours.
C'est le post qui a le plus pété chez moi. J'en suis à bientôt 400 000 vues dessus, tu vois, c'est plutôt cool. Mais en fait, je crée un dialogue entre un pseudo-dialogue entre ce que les recruteurs, les plaintes des recruteurs, tu vois. Donc là, je tacle un petit peu les recruteurs, mais c'est pour rigoler. Les plaintes des recruteurs, donc personne veut venir chez nous. Ouais, je l'ai vu ce Ouais. post d'ailleurs. Ouais, tu vois, Très personne marrant. veut venir chez nous et tout, c'est la galère, c'est la guerre des talents. Et ce que les recruteurs demandent dans leur... donc c'est très très caricatural, c'est très grossi, mais demandent réellement et recherchent réellement. Et en fait, là, tu prends le lecteur à contre-pied. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, tu vois, sur LinkedIn. J'aime bien briser les codes un petit peu. Il faut pas hésiter à briser les codes. Et moi, je rapporte beaucoup d'absurde et beaucoup de non-sens, en fait, dans mes posts. Et ça fait pas mal réagir. Et voilà. Donc, pas hésiter à vraiment prendre le contre-pied. C'est amusant quand je t'écoute, c'est vrai on sent pas du tout le growth ou l'entrepreneuriat à plein nez. On sent vraiment cette casquette journalistique, cette casquette éditoriale extrêmement forte. Et je me demande si c'est vrai avec toutes les personnes qui écrivent. Et j'ai l'impression que bah, pas mal en fait, pour créer du bon contenu, il faut qu'il y ait cette sensibilité, ouais, du bon mot ouais, cette sensibilité éditoriale. À aller diguer un sujet, à essayer de l'amener différemment, à essayer de jouer avec les mots et de jouer avec aussi les gens, les lecteurs tout simplement. Tu sais, je parle de lecteurs, tu parles pas d'audience ou de je sais pas quoi. Mm. Ah bah c'est sûr, mais c'est ton matériau, hein. Enfin c'est exactement comme demain t'es politique, tu dois faire du media training parce que ta parole, la parole c'est ton outil de travail. Exactement la même chose. Genre moi j'écris depuis que je suis tout petit, tu vois. Je passe la majeure partie de ma journée à écrire parce que j'ai Ah, organisé t'écris ma quoi vie. d'autre, tiens? J'ai toujours écrit énormément de fiction, tu vois. Là, ça fait quelques temps que j'en écris plus beaucoup, mais tu vois, tous les cours de Scalesia, par exemple, c'est moi qui les ai écrits. J'écris la newsletter. Enfin, je m'arrange pour tout écrire, tu vois. Tout écrire chez Scalesia parce que vraiment, c'est ce qui me fait vibrer, tu vois. Et, sinon, ouais, j'ai écrit énormément de fiction par le passé. Et je continue, je m'y remets tranquillement. Mais Fiction genre roman ou que tu gardes pour toi, que tu... roman, nouvelle, poésie, etc. Tu vois, j'ai pas encore été Ok, trop publié, bien. tu vois, mais voilà, par le passé, j'écris énormément. Bah, j'ai fait du journalisme aussi, donc j'en ai fait un petit peu. Donc, enfin, moi, j'ai toujours énormément écrit, donc forcément, j'ai cette facilité-là aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de faire avec ses armes. Mais c'est sûr que si tu décides de prendre la parole à l'écrit, apprends à écrire et surtout entraîne-toi. C'est un apprentissage, tout s'apprend. Meilleur Et cours, tiens, bah, meilleur cours pour apprendre à écrire, copywriting ou que toi tu vois passer gratuit, d'ailleurs, pas de préférence gratuit. j'aime beaucoup Very Good Copy de Eddie Schleiner. C'est un genre, c'est un peu la Je connaissais pas. resta du copywriting américain, très très bon. J'aime beaucoup Victor Ferry en France, très très bon. Ouais. Alors lui, son credo c'est la rhétorique, mais la rhétorique, ça se pratique aussi à l'écrit. Suivez aussi Clément Viktorovitch, pareil rhétorique, politologue spécialisé en rhétorique. Et donc là, on est plus dans le domaine de l'oralité, mais en fait, Victor, il va t'apprendre à écrire un manifeste, il va t'apprendre à utiliser différentes figures de style, etc. Il a deux chaînes YouTube, une plus conceptuelle, une plus pratique. Et vraiment vraiment très très bon. Ça serait plutôt les trois personnes que je suivrais. Ils sont vraiment derrière du temps. Et pour moi, et sinon beaucoup lire. Tu vois, je lis pas assez aujourd'hui, mais je sais qu'à chaque fois que je lis un roman derrière, ça me booste dans mon écriture, c'est assez fou. Et pratiquer quoi. Au niveau du style, Et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, tu reprends souvent après le style un peu de l'auteur ou des de analogies, ouf, des allégories, des comparaisons que lui prend et ça te c'est revient clair. tout de suite. Ah c'est clair, mais c'est Welbeck qui disait que l'écriture c'est quelque chose de très très mimétique en fait, et que ce qui est un écrivain, son style va être la synthèse de tout ce qu'il a lu par le passé en fait. Et tout ce qu'il a donc tu vois un style ça il n'y a pas d'essence stylistique de base, tu vois, c'est quelque chose d'acquis. Et sinon un dernier petit conseil, c'est outre le style, genre vraiment, et ça c'est un truc, fais l'audit, tu vois, si tu veux écrire, fais l'audit de ton trait de caractère le plus différenciant. Tu vois, vraiment ce qui te différencie le plus des autres. Donc ça va demander à ton entourage, tu vois, vraiment à ton entourage proche, tu vois, quels sont les traits de caractère qui me caractérisent, tu vois, quelles sont mes plus grandes qualités, qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de moi. Tu vois, ça peut être, je sais pas, t'es jovial, ça peut être, je sais pas, bah t'es smart, tu vois, Donc la question, c'est t'envoies que des tu irais bonnes lui vibes demander et tout. qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de moi, Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de moi, tu vois, en quel est mon bien comme en mal. différenciant?
en bien comme en mal, mais une fois que tu sais ça, en fait, genre, dans ton contenu, dans tes prises de parole, grossis le trait à balle. Genre vraiment, soit une caricature de toi-même. Et pourquoi? Parce que bah encore une fois l'objectif c'est d'être un signal parmi le bruit. Et si tu te mets à faire du corporate au chiant, si tu t'excuses d'être toi-même, bah les gens vont scroller, ils vont pas s'intéresser à toi. Et aujourd'hui tu dois être remarquable en fait. Et avant d'être évident, crédible, tu dois être remarqué. Et pour être remarqué, tu dois être remarquable. Donc grossis le trait à balle. Bon, et ben on va pouvoir passer au rapid fire question. C'est super, sans transition. Donc c'est le moment où je te pose. Là, on va vraiment essayer de faire succinct parce qu'il y a plein de questions en plus qui sont assez marrantes. Vas-y. Est-ce que tu es prêt? Allez, je bois un coup d'eau et on y va. Allez. Bon, en même temps, je commence. Alors, les 3 livres que tu as le plus offerts et pourquoi? Et par plus offert, j'entends ceux qui t'ont le plus influencé. Yes, je crois pas que j'ai offert beaucoup de livres, mais là j'ai le classique. Tu devrais demander, à part Sapiens, à part Sapiens, quel est le livre qui t'a le plus influencé? Euh, j'ai Sapiens, forcément, tu vois. C'est un petit peu si tu veux, c'est un petit peu la base, si tu veux comprendre l'être humain d'un point de vue anthropologique et ensuite du coup psychologique, tu vois. Mhm. Très intéressant, je trouve qu'il y a quelques petites failles là-dedans, mais bon, c'est quand même, enfin, très très bien construit. J'ai toujours, enfin, je trouve que toute l'œuvre de Bernard Werber m'a énormément influencé, tu vois, pas mal d'égards. Je saurais pas te dire pourquoi, mais je sais que ça a toujours eu une grosse influence sur moi. Et le troisième livre, bah, c'est bizarre, mais il me revient pas, tu vois. Il me revient pas. Là, j'en ai pas, enfin, Joker. j'en ai lu tellement que là, enfin, ça fait un moment que je lis plus suffisamment, tu vois. Mais si tu vois, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui a changé ma vision de l'entrepreneuriat, c'est Traction, de Gino Wickman. Mm. Incroyable. Et en fait, il t'explique comment, quand tu commences à être une boîte un petit peu en place, tu vois, que tu commences à atteindre une certaine taille critique, bah, ce qui va faire que tu vas passer de 10 à 100, ça va être ton système entrepreneurial. Donc, ils appellent ça l'entrepreneurial operating system. Et en fait, c'est un livre de ouf où il te donne toute sa méthodologie, en fait, toute une méthodologie avec des outils, etc., pour aller mettre en place ton système entrepreneurial et le déployer dans ta boîte. Et les résultats sont juste incroyables. Ça s'appelle Traction de Gino Wickman, c'est une folie. Comment tu progresses tous les jours? Succinctement. Alors, une phrase. Euh, Comment est-ce que tu progresses? Beaucoup de curation. Énormément de curation Quel site, et par exemple? Tu curation quel site? Quels influenceurs, influenceuses? ouais, alors moi YouTube, je ponce YouTube à balle. Je pense YouTube, je suis pas mal de newsletters. Bah, coucou Yann Leonardi. Euh, coucou Yann, qui apporte Qui écrit vraiment... très bien d'ailleurs aussi. J'aime beaucoup. ouais, carrément. Voilà. Et puis après, tu vois, j'ai un peu mes sites, tu vois, j'ai un peu mes signets avec certains blogs, tu vois. D'un point, bah, en growth, par exemple, j'aime beaucoup... euh, ah, le nom me revient... Lenny Co-Elevate? Rachitsky. Ah, Lenny ouais. Rachitsky, tu vois, les blogs de Reforge, CXL, etc. Mm. Très cool. J'aime beaucoup ce que fait Winter aussi, avec un Y. Voilà, d'un point de vue growth. Et puis sinon ouais, énormément de YouTube. Et moi, en fait, je suis quelqu'un d'extraverti, enfin, donc j'extériorise beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup d'idées et je progresse beaucoup en parlant comme on est en train de le faire, tu vois. Et c'est là que j'arrive à articuler. Donc en fait, j'essaie de passer suffisamment de temps à parler pour articuler ma pensée. Si tu pouvais remonter le temps d'un an et te donner un conseil, ça serait lequel? Décorréler vraiment le temps de travail des résultats et de pas s'autoriser à bosser plus de 40 heures par semaine. Tu bosses combien de temps là en ce moment, par semaine? Combien d'heures? Environ une quarantaine d'heures. J'ai arrêté très récemment de bosser le dimanche. Avant, j'étais sur du 7 sur 7, tu vois. Je bossais tout le temps et tout. Et je me suis dit, non, là, on est sur une pente glissante. Et pour moi, c'est s'autoriser, tu vois. Bosser autant, c'est s'autoriser un manque de productivité, à mon sens. Et donc là, je me suis dit, tu vois, ne néglige pas sur ton équilibre pro-perso. Je me suis toujours dit que je négligerais pas sur ma santé. Par contre, j'y mets un peu trop de temps à me dire qu'il fallait pas que je néglige sur le perso aussi. Donc vraiment l'équilibre, c'est la clé selon moi.
Est-ce que tu as une méthode ou un truc quand tu es sous pression et qu'il faut décider, qu'il faut faire? Euh, déjà, se la fermer. C'est quand t'es sous pression, c'est là que tu fais n'importe quoi. Et puis, grosse séance de muscu. Un produit ou un service en dessous de 300 euros sans lequel tu pourrais vivre? Euh, Bah, j'ai envie de te dire Zoom aujourd'hui, parce qu'il se passe beaucoup de trucs sur Zoom. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Euh, En dessous de 300 euros, Hmm. Sales Navigator. Parfait, LinkedIn Sales Navigator. Euh, et enfin, une bouteille à la mer, un conseil immuable à transmettre à la prochaine génération d'entrepreneurs qui nous écoute. Ah, c'est la question Thinkerview. Exactement. À la prochaine génération qui nous écoute, D'entrepreneurs, hein. C'est remis d'entrepreneurs. quand même à la sauce. Ouais. Ceux qui veulent créer, ouais, qui veulent créer le futur. Bah, justement, en fait, ayez pas peur de faire du bruit, quoi. Ayez pas peur de faire du bruit parce qu'au début, vous allez faire du bruit, puis au bout d'un moment, ce bruit va devenir un signal. Et ce que vous avez dans la tête mérite d'être entendu. Donc, n'hésitez pas à y aller. Eh ben, merci beaucoup. On va se quitter sur ces sages paroles. Je te dis à très vite. Et puis voilà. Eh J'espère bah, que tu continueras. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ailleurs pour la suite? ah bah écoute, bah là cette année on s'est fixé, vous pouvez nous souhaiter d'atteindre nos deux objectifs de 2022, c'est de quadrupler le CA Ouais. et c'est de passer à la semaine de 4 jours. Ok. Oh là, Voilà. c'est deux objectifs assez. C'est Comment complètement dire? schizophrène, mais on va le faire. Ouais. Mais on aime ça. Ok. Mais bah, bon courage pour ça. Et puis merci. Eh bah merci Ciao. beaucoup. Bah, on se voit dans notre podcast bientôt aussi. C'est ça, Je exactement. t'en- Ciao. Salut!